C'est bon? Allez, on commence. Silence. Donc aujourd'hui, transport ferroviaire et transport routier. Donc tout ce qui concerne le rail. Alors le rail, R-A-I-L, ça veut dire le transport ferroviaire. Donc quand on prononce le rail, c'est R-A-I-L. D'accord? Donc le transport ferroviaire, c'est tout le transport par train. Que ce soit le transport de passagers, que vous connaissez, contrairement au transport aérien, le transport maritime, c'était peut-être un peu flou, mais le transport routier et le transport ferroviaire, c'est quelque chose que vous avez beaucoup plus de facilité à vous projeter dans le transport de personnes et le transport de marchandises, que ce soit par la route ou par le rail. Alors, le transport ferroviaire au Maroc, on a dit que c'était un transport purement national. Du fait de la fermeture de la frontière avec l'Algérie, il n'y a plus d'union ferroviaire, une union du Maghreb au niveau ferroviaire. Mais le Maroc s'est doté d'infrastructures depuis l'installation du protectorat jusqu'à maintenant, d'infrastructures au niveau du rail. Donc, le train commence avec la colonisation. Pourquoi? Parce que les colons ont voulu créer les mêmes infrastructures qu'en France. Donc, il fallait attirer les colons, attirer les Français pour s'installer au Maroc, et il fallait les attirer avec les mêmes infrastructures, notamment l'infrastructure du transport ferroviaire. Alors, pourquoi je dis que c'est une histoire coloniale? Parce que il faut savoir que avant 1959, il n'y avait pas de transport ferroviaire au Maroc. Alors que d'autres pays étaient déjà dotés du transport ferroviaire, le Maroc n'avait pas de rail. Donc, en 1858, l'Espagne a commencé, donc ça c'était bien avant la colonisation, l'Espagne a mis en place la première ligne ferroviaire au Maroc, dans le nord du Maroc. Pourquoi? Parce qu'il fallait transporter les militaires et il fallait transporter la marchandise. Donc le rail est arrivé avec les colons et est arrivé aussi avec la guerre. Donc c'est pour ça qu'au début, avant d'attirer les colons pour s'installer, il a fallu aussi faire la guerre avec l'Espagne. Et pour cela, comme elle avait été déjà dotée d'infrastructures ferroviaires dans son pays, elle a construit des lignes, mais des portions de lignes. C'est pas ils ont construit tout le Maroc. Ils n'ont pas fait des lignes ferroviaires dans tout le Maroc. Ils ont fait des lignes ferroviaires sur les champs de bataille pour acheminer le matériel, les militaires et l'artillerie. Donc ça a commencé comme ça. C'est pour ça que je dis que le transport du rail ferroviaire, ça a commencé avec l'histoire coloniale. Le Maroc a été colonisé par l'Espagne et par le Maroc, donc l'Espagne au nord et au sud, et ensuite avec les Français. En 1908, les Français, ils ont fait la première ligne au niveau de l'intérieur du Maroc, entre Casablanca et Berchid. Vous allez me dire, mais c'est une petite portion. Oui, mais ça reste que c'est les débuts du rail au Maroc. Ensuite, en 1911, il y a eu la création des chemins de fer au Maroc. Donc, c'est la première organisation des chemins de fer au Maroc. Et ensuite, en fait, il y a eu des compagnies qui ont été créées et financées par des banques étrangères. C'était pas étatique, mais c'était financé à la fois par l'État et par des banques étrangères. Et il y avait il y avait la compagnie du Maroc de l'Oriental, donc du côté d'Oujda, et il y avait la compagnie des chemins de fer marocains. Ensuite, il y avait la compagnie des chemins de fer qui reliait en fait la ligne Tanger-Fès.
Donc, en fait, c'était des compagnies gérées différemment. Et en 1963, après l'indépendance, le Maroc a décidé d'unifier ce système-là en créant l'ONCF. L'ONCF qui veut dire l'Office national des chemins de fer. Sur le même modèle que la SNCF qui est en France exactement, qui est la Société nationale des chemins de fer. Donc là, vous avez l'image du train que vous voyez ici, qui est un TGV de la SNCF. Alors, l'ONCF. L'ONCF, c'est un statut particulier. D'accord? Là, on va parler de l'organisation institutionnelle. Bien évidemment, tout ce qui concerne le transport, c'est au niveau du ministère de l'Équipement et des Transports. Mais il y a un organisme de tutelle. Rappelez-vous, on a vu les organismes de tutelle comme l'ANEP pour l'Agence nationale des ports. On a vu l'ONDA pour l'Agence nationale des aéroports. D'accord? Et là, pour le ferroviaire, on a l'Office national des chemins de fer. Alors, l'Office national des chemins de fer, il a cette particularité, c'est qu'il va gérer à la fois le rail, donc la voie ferrée où passent les trains, il va gérer également les trains eux-mêmes. Ce qu'on n'avait pas vu dans les autres modes de transport. Quand on parlait du transport aérien, il y avait les compagnies aériennes, d'accord, qui sont des opérateurs privés. Et de l'autre côté, vous avez l'ONDA, qui est l'office qui va se charger de l'infrastructure des aéroports. Ensuite, quand on a vu le transport maritime, on a vu que les bateaux, les navires étaient gérés par des opérateurs privés, d'accord? L'ANEP est un organisme étatique, mais au sein des ports, on a vu qu'il y avait des entreprises privées qui étaient chargées du chargement et du déchargement. D'accord ? On a vu aussi les pilotes maritimes qui sont aussi des petits opérateurs privés. D'accord ? Donc, on avait une différence entre le mode de transport et la gestion de l'infrastructure. Là, c'est dans les mains de l'ONCF, les trains et la voie ferrée. Donc, c'est ça qui fait la particularité du transport ferroviaire, c'est que l'organisme de tutelle, qui est un établissement public, d'accord, à caractère industriel et commercial, qu'on appelle un EPIC, d'accord, qui en fait a une activité, c'est un établissement public qui a une activité commerciale. L'article 2 du DAIR de 1963, d'accord, qui va créer l'ONCF, va délimiter l'objet de l'ONCF. C'est-à-dire qu'est-ce que l'ONCF et quel est son champ de compétences. L'objet social, c'est ce qui va délimiter l'activité de l'ONCF. À part cette activité-là, l'objet social, l'ONCF ne peut rien faire d'autre. On limite son activité. Première chose, dans l'article 2, on nous dit que l'ONCF, c'est l'exploitation des lignes des anciennes concessions. D'accord? Donc, ça veut dire quoi des concessions? Ça veut dire que l'État a donné à des opérateurs privés l'exploitation des lignes ferroviaires. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans vos cours d'économie, on avait expliqué que le transport ferroviaire, ça demandait un investissement important. D'où la nécessité d'avoir un monopole étatique au niveau du transport ferroviaire, parce que l'investissement ne va se faire qu'à long terme. Ici, l'État met en place les infrastructures et elle donnait des concessions à des opérateurs privés. C'est pour ça qu'on parle de concessions. Et donc, on avait la Compagnie des chemins de fer du Maroc, il y avait la Compagnie de l'Oriental et il y avait la Compagnie de la ligne Tanger-Fès. Et donc, en fait,
l'ONCF va reprendre ses concessions. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'opérateurs privés. Ça devient l'ONCF qui va gérer toutes ces lignes. Donc ça commence déjà en 1963. Ensuite, l'ONCF, elle a en charge l'étude, la construction et l'exploitation des nouvelles lignes de chemin de fer. Donc, chaque fois que l'ONCF veut faire une nouvelle ligne, eh ben, il faut qu'elle fasse des études de faisabilité par rapport au sol, par rapport au fait que pour faire une ligne de train, il faut faire quoi? Il faut commencer à exproprier les terres. D'accord? Pour le passage de Borak, la ligne LGV, ce qu'on appelle le train à grande vitesse, ils sont passés dans des terres. Ces terres, soit elles appartiennent à des personnes en privé, alors appartient en propre. Vous avez des terres, les Kikono, Dielmen, Doula, c'est possible, très bien, oui. Ça peut être des terres qui appartiennent à l'État. Ça peut être aussi des terres, par exemple, le Gharb. Il y a beaucoup de terres qui appartiennent à des groupes. Comment on appelle ça? Exactement, très bien. L'Aradi aussi, quand elles appartiennent au Jma'a, il faut indemniser Jma'a en entier. Donc, il faut faire cette étude parce que ça demande de l'argent. Il faut investir déjà en premier lieu dans la terre. Puisque ces gens-là, on va leur retirer leur terre pour procéder à l'édification de la ligne ferroviaire. C'est ce qui s'est passé pour le Borak. Et actuellement, là, il va y avoir une nouvelle ligne entre Casablanca et entre Marrakech et Agadir plutôt. Et donc pour ça, l'État a déjà procédé à l'expropriation des terres. Ça veut dire que quand quelqu'un a un terrain sur le tracé de la LGV, le Borak, on va lui retirer sa terre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas refuser. C'est pas comme quelqu'un, il vend bratro. Non. Quand on veut construire une ligne de LGV, par exemple, ou une ligne de train, n'importe laquelle, on va négocier avec les personnes pour leur donner une indemnisation. Ce n'est pas une vente. Mais l'ONCF lui dit, cette terre ne va plus t'appartenir. Pourquoi? Parce qu'il faut construire la ligne de TGV. Et ça fait partie des prérogatives de l'État. L'ONCF, c'est un établissement public. Derrière lui, il y a l'État. Donc, c'est une prérogative de l'État dans le sens où il a le droit d'enlever une terre à quelqu'un si c'est pour le service public. Le train, d'accord, le transport par voie ferrée, c'est un service public puisque c'est géré par un établissement public. Donc voilà, ça c'est une des spécificités du transport ferroviaire, mais aussi également du transport routier. Pour construire une autoroute, qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement pareil. L'État va exproprier les gens. Quand il a fallu faire l'autoroute, le tracé de l'autoroute qu'on a actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont été expropriés. Et je vous donne juste un exemple. Des fois, Douar a été coupé en deux. Et donc, vous voyez des gens, parfois, ils traversent l'autoroute. Ils leur ont mis des passerelles. Mais par exemple, des fois, vous avez Douar qui a été coupé par rapport à un autre Douar. Ou sinon, vous avez des enfants, parfois, qui sont obligés de traverser l'autoroute pour aller à l'école, puisque ça a été fait par rapport au tracé de l'autoroute. Donc ça, c'est une des conséquences quand on veut faire le transport et quand on veut développer le pays au niveau des infrastructures de transport. En contrepartie, on sera obligé d'enlever des terres à des individus, soit qu'ils appartiennent en propre, donc milkiya, soit c'est des gens qui habitaient ou qui exploitaient ce qu'on appelle les terres collectives, ou c'est des terrains parfois qui appartiennent à l'État lui-même,
soit qui connaissent le domaine public de l'État, soit qui connaissent le domaine privé, l'administration des domaines, des terrains qui peuvent être vendus. Quand la route, elle est faite, quand le chemin de fer, il est fait, eh ben, on appelle ça le domaine public de l'État. Ça veut dire qu'une fois que le tracé, il est fait, le chemin de fer, la ligne de chemin de fer, elle appartient à l'État. Elle appartient à personne d'autre. Pareil pour l'autoroute. OK? Le fait que vous payez l'autoroute, ça veut dire juste qu'il y a une société qui est chargée de l'exploitation de l'autoroute. On lui donne une concession, comme on a vu tout à l'heure avec les concessions qui ont été données au niveau du chemin de fer. La concession, elle est chargée de quoi? Elle est chargée de l'entretien de l'autoroute. C'est pour ça que les gens payent l'autoroute. Ils payent ce qu'on appelle une redevance pour l'entretien, pour la sécurité, pour un tas de choses. OK? Donc, l'ONCF, son activité, c'est ça. C'est de gérer le ferroviaire dans sa globalité. À la fois les trains, on va voir qu'il y a plusieurs types de trains, d'accord? Et il y a plusieurs activités au niveau du rail. Il y a le transport de fret, il y a le transport de passagers. Alors, on a parlé de l'expropriation des terres qui, je crois, pour le nouveau tracé a été finalisé en 2022. Le LGV, c'est le Borak. D'accord. Qu'est-ce que c'est le Borak? Le train à grande vitesse. Mais pourquoi on l'appelait le Borak? Aïe. Exactement, aïe, c'est ça, exactement. C'est un cheval avec des ailes. D'accord? Et donc, il est rapide. Quand le Coran, on nous l'explique, il est rapide. Donc, c'est pour ça qu'on a imagé le Borak avec le LGV, le train à grande vitesse. Le Borak, en 2023, il aura presque transporté, donc on n'a pas fini l'année 2023, mais selon l'estimation, il va transporter à la fin de 2023 plus de 5 millions de passagers. Donc il faut vous rendre compte que c'est un véritable succès, le LGV, parce que depuis 2018 qu'il a été mis en service, il ne cesse d'attirer les voyageurs. Pourquoi je vais prendre le LGV? Il est rapide, exactement. Et aussi parce que le fait de prendre le LGV, ça va me faire économiser du temps par rapport à la route ou par rapport au train normal. En 2019, il a transporté 3 millions de voyageurs. Donc, le LGV transporte des passagers. D'accord? On est dans le transport ferroviaire de passagers. Mais il est possible pour le LGV de transporter aussi tout ce qui est postal. D'accord? La messagerie, les colis et les plis, c'est-à-dire les enveloppes, le courrier. D'accord? Mais à part ça, le transport le LGV, on ne peut pas avoir du fret dans le LGV. C'est pas possible. Donc, c'est uniquement le transport de personnes. Alors, la qualification de LGV, elle est très stricte. C'est pas n'importe quel train qui rentre dans la catégorie de LGV. Alors, l'Union internationale des chemins de fer, l'UIC. Donc, le Maroc est membre de l'UIC depuis 1929. Donc, si on regarde la qualification, les critères qui sont posés par l'UIC, il faut que c'est un train qui ait une vitesse supérieure à 250 km/h. Le LGV, il rentre dans cette catégorie. Pourquoi?
il dépasse plus de 3, voilà, exactement. Plus de 300 km/h, plus même. Voilà, c'est vrai que sur certains axes, il va ralentir, mais la vitesse moyenne, c'est plus de 300 km/h. Donc, pour arriver à cette prouesse technologique, le Maroc a dû déjà faire des tronçons, une étude. Il a dû faire ce qu'on appelle un appel d'offres international. C'est-à-dire qu'il a demandé à des entreprises étrangères qui avaient déjà une expérience dans la construction, l'élaboration de la ligne à grande vitesse. Et donc, le marché avait été attribué à Alstom et à la France. Donc là, par exemple, quand vous allez en direction de la faculté d'économie et celle de droit, vous avez ce qu'on appelle le technicentre du LGV. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'endroit où on fait la maintenance du train à grande vitesse. Et cette maintenance, elle est faite en collaboration avec la SNCF. Donc l'ONCF, elle a un partenariat avec la France, avec l'entreprise Alstom qui fabrique les trains à grande vitesse, et avec la SNCF pour la gestion du rail, d'accord, des voies ferrées concernant le train à grande vitesse. Et donc, tout ce qui concerne l'entretien et la formation, c'est fait dans le cadre de ce partenariat. Alors, on va passer au transport. Donc, il y a le transport de personnes, le LGV, mais vous avez l'autre, vous avez le train navette, vous avez le train de nuit, qu'on appelle aussi le train couchette. D'accord? Vous avez la possibilité, vous savez qu'il y a des trains de nuit et les gens, ils peuvent dormir à l'intérieur. Il y a un service... oui? Oui, au niveau de l'ONCF, il y a une prestation de l'hôtellerie, parce qu'il y a un lit, c'est comme si vous faisiez une traversée en bateau et que ça durait plus de 24 heures. Effectivement, vous allez avoir des prestations. Donc, vous dormez dans le train couchette. Exactement. Et vous avez le train navette, vous avez les autres trains qui sont beaucoup plus... qui seront comme des trains interrégionaux, d'accord, qui mettent un peu plus de temps dans les tronçons où la ligne de grande vitesse n'est pas encore faite. La ligne ferroviaire, elle s'arrête où au Maroc? Pour le transport de passagers, c'est vrai, c'est à Marrakech. Et après, par exemple, si vous voulez aller à Agadir, il faut faire quoi? Donc, vous avez, par exemple, vous allez partir de Kénitra à Marrakech, vous devez aller à Agadir. Vous allez prendre le train de Kénitra jusqu'à Marrakech. Et ensuite, exactement, l'ONCF, pour pallier au fait qu'il n'y a pas de ligne ferroviaire entre Marrakech et Agadir, elle a créé une sorte de compagnie aérienne, une compagnie de transport routière, d'accord? Un autocar, exactement, c'est Supratour. Donc, pour pallier à ça, donc l'ONCF a assuré quand même la continuité. Si je veux aller à Dakhla, qu'est-ce que je vais prendre comme mode de transport? Exactement. Il y a des vols internes entre Casa et Dakhla. Vous avez même un aéroport à Rachidia. Vous avez beaucoup de villes au Maroc qui ne sont pas desservies par le train. Énormément. Et même dans la région, vous avez, par exemple, la ville de Khoumisset où il n'y a pas de gare. Vous avez la gare à Meknes, mais vous n'avez pas de gare à Khoumisset. Donc, le rail n'est pas partout au Maroc, même si maintenant on essaye d'étendre la ligne ferroviaire. Maintenant, on va parler du fret ferroviaire. Le fret, il est important parce que l'ONCF, c'est un opérateur important du fret au Maroc.
Si on regarde les chiffres donnés en 2016, il faut savoir que l'ONCF avait acheminé 28 millions de tonnes de marchandises, donc tout confondu. Que ce soit le sec, rappelez-vous comme dans les bateaux, donc le transport sec, dans ce qu'on appelle le vrac, ou le conditionné, d'accord, toute forme de transport. Donc l'ONCF, elle achemine toutes sortes de marchandises, les voitures. Vous avez déjà vu de Kinitra, des fois vous voyez le train qui transporte des voitures vers Tanger-Med. On va voir cette particularité où le ferroviaire et le maritime sont liés. Vous avez également le fret vrac sec, d'accord? Comme on avait vu dans les bateaux, dans les vraquiers secs. On a le phosphate, d'accord? Donc ça descend jusque dans le sud du Maroc pour le transport de phosphate. Il faut aller jusque dans le sud. Donc il y a du rail spécifique pour le transport de minerais. Et le phosphate, il est nécessaire parce que le Maroc fait partie des premiers pays exportateurs dans le monde de phosphate. Donc, on a vu que le bateau, les navires qui transportent le phosphate, c'est qui? C'est quoi, pardon? Le phospho. Exactement, très bien. Et donc, vous avez des wagons qui sont destinés spécialement au transport du phosphate. Parce que le phosphate, il est nécessaire pour fabriquer des engrais. Et les engrais, c'est pour nourrir la planète. Exactement, c'est ce qu'on met sur les récoltes pour que ça pousse rapidement. Vous avez également le ciment qui est transporté via des wagons comme ça spécifiques. Vous avez du charbon, vous avez des céréales, vous avez toutes sortes de minerais qui est transporté par l'ONCF. Et il faut savoir que l'ONCF a des infrastructures dans les gares qui sont spécifiques pour le transport de ces marchandises. Alors, le fret et l'industrie automobile, donc depuis les usines donc de Renault, Nissan, le Maroc a doté l'ONCF de moyens pour organiser la fluidité de l'acheminement des voitures de l'usine jusqu'au terminal de Tanger-Med. Ensuite, vous savez très bien quel type de navire va transporter les voitures. Lequel, on l'a vu? Le train, d'accord? Le train, il arrive, on va le voir tout à l'heure. Le train va arriver dans un terminal qui a été conçu spécifiquement pour les voitures à Tanger-Med. Il faut parquer les véhicules avant de les mettre dans quel type de bateau? Le roulier. Exactement, le roulier, c'est ce qui va permettre de faire rentrer les voitures une par une et de les garer à l'intérieur du bateau. Donc, il y a une collaboration entre l'ONCF, Tanger-Med, et l'agence spéciale de Tanger-Med pour le transport et l'acheminement de ces voitures. Donc, vous savez que si le Maroc ne s'était pas doté de ces infrastructures, aucun investisseur ne va venir. D'accord? Pour attirer les investisseurs, pour attirer Renault, pour attirer Renault-Nissan, le groupe, je suis obligée de lui montrer que j'ai mis en place des infrastructures, donc de la logistique, pour permettre à la fois la construction, l'usine, mais aussi l'acheminement des voitures qui sont finalisées vers le port. Et donc l'ONCF propose ces prestations-là, à la fois dans l'acheminement, mais également dans le stockage. Donc à Tanger-Med, c'est également l'ONCF qui va organiser la plateforme logistique de ces voitures qui sont acheminées via les trains. Et donc, comme on avait dit tout à l'heure, je ne peux pas mettre les voitures sur des trains à grande vitesse. Ce sont des trains avec
avec une organisation qui est spécifique et aussi, même la structure, elle est spécifique. D'accord? Et selon les données de l'ONCF, le Maroc, l'ONCF peut transporter jusqu'à 1500 véhicules par jour. Donc, ce qui est considérable. Et à peu près, elle a 70 trains journaliers pour le fret, ce qui est énorme. Alors ça, vous avez l'image de l'acheminement des véhicules, d'accord? Donc là, vous voyez des véhicules qui ont été construits ici dans la zone de Kénitra, d'accord? Et qui ensuite vont être acheminés par train au terminal de Tanger-Med pour l'acheminement des véhicules. Et ensuite, ils sont parqués pour être mis dans des roulis. Donc là, vous avez, en une seule image, vous avez la synthèse du transport ferroviaire et maritime. On va voir que ce mode, quand on utilise plusieurs modes de transport, on appelle ça le transport multimodal. On va utiliser plusieurs modes de transport. Alors, ça, c'est une carte de l'ONCF et qui vous donne les grandes gares qui gèrent le fret. Vous avez la zone d'activité de Mohammedia Zneta, vous avez Casa, vous avez Marrakech, vous avez Fès et vous avez Oujda. D'accord? Et vous avez également l'étendue en matière de superficie de la zone, à la fois pour les marchandises, pour les mettre, pour les stocker, et aussi également pour permettre leur stockage. Je vous donne un exemple. Par exemple, les silos les céréales. L'ONCF, dans ses gares spécifiques, dans ses zones de triage, d'accord, elle a des silos pour conserver la marchandise. D'accord? Elle fait la même activité que Marsa Maroc dans les ports. Le transbordement, le chargement, tout ça, c'est fait par l'ONCF. Donc, aussi, elle fait, par exemple, elle relie 3 ports en matière de transport sec. Vous avez Casa, vous avez également Tanger, vous avez également des zones de triage qui est Casa, Fès, Marrakech. Donc, vous avez quand même des zones qui sont grandes en superficie. Je vous donne juste l'exemple de Mohammedia. La zone ferroviaire, eh ben, elle fait plus de 100 hectares, ce qui est énorme. Donc, c'est la plus grande en matière de transport ferroviaire. Alors, le fret sec, c'est à la fois le charbon, les céréales, les phosphates, et donc ils ont des wagons qui sont spécifiques. D'accord? C'est comme les bateaux, vous vous rappelez les navires. Il y en a qui ont un transport spécifique. Il y a les vraquiers qui peuvent transporter toutes sortes de marchandises secs. C'est exactement la même chose pour les wagons. Vous avez des wagons qui font que des minerais. Vous avez des wagons qui sont fermés, qui transportent des céréales. D'accord? Parce qu'il faut respecter le conditionnement et il faut éviter de détériorer la marchandise. Alors, voilà pour le transport ferroviaire. Donc, on a vu. Vous avez un peu une idée du transport ferroviaire au Maroc, qu'il est géré exclusivement par l'ONCF. D'accord? Il n'y a pas de plusieurs opérateurs. C'est vraiment une organisation faite par cet établissement public qui a un caractère industriel et commercial. Et comme l'investissement est important, ça ne donne pas envie à des investisseurs de s'impliquer parce qu'il faudrait un investissement à long terme. Maintenant, on va parler du transport routier. Alors, le transport routier, pourquoi je termine avec ça? Parce qu'au niveau organisationnel, il est beaucoup plus éclaté.
il est dispersé. Chaque mode de transport qu'on a vu, il y a des opérateurs privés, puis un organisme qui est là pour superviser une entité, un organisme de tutelle qui va gérer. Au niveau du transport routier, comme il est multiforme, il n'y a pas de réelle organisation. Au niveau institutionnel, on a le ministère de l'équipement. C'est tout. Ensuite, il n'y a pas d'établissement public qui va gérer tel et tel transport. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'opérateurs, parce que c'est un marché qui a été ouvert à la concurrence. Aujourd'hui, pour devenir transporteur routier, il suffit d'avoir un agrément. Pour être chauffeur de taxi, il faut avoir un agrément. Pour être transporteur de personnes touristiques, d'accord, il faut un agrément. D'accord? C'est un marché qui est ouvert, mais à la fois qui est réglementé. Il y a quand même des mesures, il y a des contrôles à faire. Alors, au niveau du ministère de l'Équipement, il y a une direction, qui est la direction du transport routier et de la sécurité routière. Et donc, c'est elle qui va regrouper toutes les autorisations, tous les agréments qui sont nécessaires pour le transport. D'accord? Quel est le rôle de cette direction? Donc, son rôle, déjà, c'est de faire la réglementation. C'est de faire la réglementation. Donc, si, par exemple, on dit que les gens qui sont dans les autocars doivent avoir une ceinture de sécurité, c'est que la réglementation, elle provient d'où? De la direction du transport routier. Donc, c'est elle qui va élaborer la réglementation. Ensuite, elle va, par voie réglementaire, donc faire des arrêtés, des circulaires, pour que les gens, en fait, appliquent cette réglementation. Ensuite, il faut mettre en place une réglementation qui va assurer la sécurité de ceux qui montent dans le bus, par exemple, à la fois des usagers, des marchandises qui sont transportées et aussi des professionnels. Ce qui fait que, par exemple, au niveau du transport routier, vous allez avoir une réglementation, par exemple, sur la visite médicale. Vous allez avoir une réglementation sur le fait que les véhicules doivent avoir un certain niveau de sécurité pour être en circulation, d'où on appelle le contrôle technique, que ce soit pour les camions, pour les voitures, pour les autobus, pour les cars. Vous avez toutes sortes de réglementations. Et la réglementation n'est pas la même quand vous devez transporter des personnes, d'accord, que si vous transportez de la marchandise. La direction du transport routier également, elle doit gérer tout ce qui est agrément des professionnels de la route. Ça veut dire quoi? C'est pas n'importe qui peut avoir un agrément. Il faut avoir un contrôle. Donc, quelqu'un qui veut avoir le permis poids lourd ou super poids lourd ou le permis pour conduire un autocar, qu'est-ce qu'il doit avoir? Est-ce que du jour au lendemain, je peux conduire un camion? Je dois avoir quoi? Un permis spécifique, un permis PL ou un permis SPL, super poids lourd. Donc, si je dois conduire ces véhicules-là, je dois avoir une formation. Et cette formation, elle est élaborée par le ministère. Qu'est-ce qu'on doit évaluer? Quel est le temps de la formation? Quelles sont les compétences qui sont requises? Ça tombe pas du ciel. Donc, c'est pour ça qu'il y a une réglementation. Et notamment parce que ces personnes-là vont conduire sur la route et il y a plusieurs usagers sur la route. Vous avez des camions, vous avez des autobus, vous avez des véhicules de transport de personnes, du transport de personnel, du transport scolaire, transport rural,
D'accord? Et en plus de ça, il y a des réglementations pour éviter les abus. Il y a une police administrative qui gère ça. Il y a une police spécifique à ce qu'on appelle le contrôle routier. Et aussi, le Maroc est signataire de conventions internationales dans le transport routier. Donc, on va le voir, le Maroc, il a signé la CMR, qui est la Convention du transport de marchandises par route. C'est une convention internationale. Et ce qui fait que on voit des véhicules qui circulent sur la route avec des doubles plaques ou par exemple avec une immatriculation marocaine pour le camion et la remorque qui a une immatriculation française. Donc tout ça, ça entre dans le cadre du transport international de marchandises par route. Et quand je transporte ma marchandise par route, je vais avoir ce qu'on appelle une CMR, c'est-à-dire un contrat qui prouve que je transporte de la marchandise pour l'international. Et également, donc comme le Maroc, il est signataire de ces conventions, donc toute la réglementation qui va se faire au niveau international, eh ben le Maroc va la mettre en place ici au niveau local, national, et il va faire en sorte que ces personnes respectent les usagers de la route, les professionnels respectent la réglementation internationale. À côté de ça, on va voir qu'il y a une organisation au niveau institutionnel, mais il y a aussi des organisations professionnelles. Il y a les syndicats des transporteurs routiers. Ça veut dire que toutes les entreprises de transport routier vont se réunir autour d'un représentant qui va parler à leur nom quand il y a besoin de faire de la réglementation. Il y a l'union des syndicats des chauffeurs de taxi. Donc, il y a une organisation étatique, institutionnelle, et il y a aussi une organisation professionnelle qu'on verra plus tard. Donc, la direction du transport routier et de la sécurité routière, elle va donner les agréments. Donc, avant de donner les agréments, elle sera obligée d'inspecter les établissements. Donc, par exemple, les centres de visite technique, avant d'obtenir, donc, il y aura un agrément qui va être donné pour l'ouverture, mais aussi il y aura un agrément qui va être renouvelé. Donc, elle sera obligée de visiter les centres pour voir s'ils sont aux normes. Pareil pour les écoles de conduite. Parce que quand vous donnez un permis de conduire à quelqu'un, c'est qu'il a reçu une formation dans une auto-école. Et qu'à la fin, il y a un examen qui s'appelle l'examen du permis de conduire qui est donné par un inspecteur de l'État. Ensuite, les agences de location de voitures. Pareil, vous ne pouvez pas avoir une agence de location comme ça, il faut demander un agrément, puisque vous allez devenir un professionnel de la route, parce que vous allez donner des véhicules. Ces véhicules, il faut qu'ils soient quand même en état de rouler. Vous allez également faire la direction du transport routier, de la sécurité routière. Elle va également élaborer les normes quant au permis de conduire, à sa délivrance. Également, tout ce qui concerne l'immatriculation des véhicules, le contrôle technique. Les directives, par exemple, pour le contrôle des transports routiers concernent également les sanctions administratives. Il faut savoir que, par exemple, un transporteur routier, il a des chauffeurs et chaque camion, dans sa cabine, il a une espèce de machine qui, avant, on appelait ça le disque. C'est un disque, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est une carte qui s'appelle le tachygraphe, un truc comme ça. Et donc, à l'intérieur, on arrive à voir si le chauffeur a respecté son temps de repos. Donc, un chauffeur ne peut pas conduire en continu. Il doit respecter un temps de repos. Et dès que le tachygraphe commence à sonner, il faut que le chauffeur s'arrête. Sinon, il risque une amende. Pareil, le transport de marchandises, s'il y a un surpoids concernant la marchandise, d'accord, au niveau de la pesée, si on voit qu'il y a le tonnage est beaucoup trop important par rapport à la capacité
du camion, et bien à ce moment-là, il y aura une amende. Donc toutes ces normes, elles sont élaborées en amont. On ne transporte pas de la marchandise comme ça. Également, l'homologation des véhicules. Donc ça aussi, c'est important. N'importe quel véhicule ne peut pas conduire. Il faut avoir des véhicules qui sont homologués. Également, je ne peux pas faire des modifications sur un véhicule sans avoir obtenu au préalable une autorisation. Aussi, tout ce qui concerne le suivi, les statistiques concernant le fret des marchandises, également tout ce qui concerne l'accidentologie, donc tout ce qui est accident de la circulation, sécurité routière, les mesures à mettre en place, tout ça, c'est le rôle de la direction. Alors, le transport routier, qu'est-ce qu'il regroupe? Il regroupe à la fois le transport routier de marchandises. D'accord? Donc, vous avez le transport de camions au niveau du fret. Vous allez avoir ceux qui transportent des conteneurs, ceux qui vont transporter du vrac, ceux qui vont transporter des citernes. C'est exactement la même chose que pour le transport maritime. À chaque matière transportée, conditionnée ou pas conditionnée, il y aura une adaptation du transport. Vous avez aussi le transport routier de personnes. Transport routier de personnes, c'est à la fois les autocars, c'est le bus, c'est le transport de personnel, c'est le transport touristique, c'est le transport rural, c'est le transport scolaire, c'est le taxi, c'est le VTC. Alors, en dehors de ça, le transport routier de personnes n'est pas possible. Donc, le transport qu'on appelle TAF, est-ce que c'est légal? Non. Donc, tous ces modes de transport-là ne sont pas légaux. Quelqu'un qui endo béco, il met les gens derrière, est-ce que c'est un transport de personnes légal? Non. Est-ce que je peux mettre des gens dans un triporteur? Non, ce n'est pas un transport de personnes. Donc, à l'exclusion de ce que j'ai dit, tout le reste n'est pas admissible comme mode de transport. Le transport du personnel, ça aussi, c'est un agrément spécial. Donc, quand une entreprise décide de fournir le transport à ses salariés, il y a un transport, mais il faut obtenir un agrément. Il faut être reconnu, d'accord, comme société spécialisée dans le transport de personnel. Vous avez quoi comme société de transport de personnel qui sont connues, qu'on connaît? Hakoum, très bien, c'est une grande société. Vous avez quoi encore? Hein? Quel? STCR? 7e aussi, transport de personnes, ok. Oui, ça c'est des petits. Oui, c'est vrai que c'est une grande. Oui. Oui, c'est des bus. Lui, c'est quand même un grand opérateur. Donc, vous avez des gares routières, d'accord, pour le transport de personnes. Le car, l'autobus ne prend pas les personnes n'importe comment, c'est réglementé. Il y a une gare routière. Vous avez également. Qu'est-ce que vous avez encore? La gare routière, vous avez aussi les emplacements pour les taxis. D'accord? Il y a une réglementation. C'est pas comme ça. Pour le transport de marchandises, pareil, ça se fait au niveau des usines, ça se fait au niveau des plateformes logistiques. Donc, il y a une infrastructure, mais qui dépend d'opérateurs privés. C'est des opérateurs privés qui gèrent tout ça. D'accord? Concernant la gare routière, c'est quand même lié à l'État qui organise l'implantation des gares routières. D'accord? C'est pas le fruit d'une concertation entre les transporteurs de personnes, mais c'est l'État qui va dire dans quel endroit il y aura une gare routière en fonction
de la capacité et des besoins. Le transport touristique également repose sur des agréments. Je ne peux pas m'improviser transporteur de touristes comme ça parce qu'il faut que j'obtienne un agrément au niveau de la sécurité et au niveau de la reconnaissance, au niveau des autorités publiques. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est une organisation multiforme. Vous avez à la fois le transport routier de marchandises, vous avez le transport également qui a émergé avec les plateformes. Vous avez vu la photo que j'ai mise où vous avez les VTC. Ça aussi, ça s'est ajouté à l'offre de transport qui était déjà disponible pour les personnes. Le VTC, il fonctionne comment? Le VTC. C'est quoi un VTC? Uber. Au Maroc, on a quoi? E-Drive. Au Maroc, on a quoi? Kenitra. Ismichou. E-Taxi ou la E-Drive. À Rabat, ils ont quoi? E-Drive. Ils n'ont pas l'autre là qui se met sous Karim ou la Marjnou. Il y a d'autres opérateurs. D'accord. Donc, ils ont été obligés de se déclarer comme VTC. Qui gère les conducteurs? Est-ce que je peux devenir VTC comme ça? Oui. Oui, contrairement au chauffeur de taxi. Pour devenir chauffeur de taxi, vous devez avoir quoi? Permis confiance. Le permis plus permis confiance. D'accord? Là, le VTC, il s'inscrit sur la plateforme. OK? Après, il s'inscrit sur la plateforme. Là. Ensuite, donc il est enregistré et ensuite il se met en disponibilité en fonction de en fonction de ses besoins et tout ça. Le problème, c'est quoi? C'est que par exemple, les taxis au Maroc, ils ont une obligation de quoi? Tous les jours. فين كيمشيو كيبوانتيو كل نهار في البوليس. Oui. Par exemple, si tu vas vers Sakniya, كاين ليستيا زيدي شويه كاين واحد واحد البوست ديال لا بوليس خاص بلي taxis. Ils sont obligés de pointer. Le VTC, le problème, c'est que l'État n'a plus le contrôle. C'est un gage de sécurité. Le fait que le taxi, il est contrôlé. Puisqu'on sait qui conduit tel taxi. Avec le numéro, il y a une traçabilité, il y a une sécurité. Le problème du VTC, c'est qu'il n'y a pas de sécurité. L'État garantit la sécurité des usagers du transport en donnant un agrément au taxi. Mais la plupart du temps, celui qui a l'agrément, ce n'est pas celui qui va conduire le taxi. Donc, il faut vérifier tous les jours qui conduit le taxi. Et ça, c'est le rôle de l'État. C'est une sécurité pour les individus, pour les usagers. Le problème du VTC, c'est qu'il n'y a pas cette sécurité. Il y a une déclaration auprès de la plateforme, d'accord? Mais à part ça, l'État, à travers la police, n'a pas les moyens de contrôler qui est réellement derrière l'application. Et donc ça, c'est une des dérives des VTC. Et aussi, le VTC, il n'est pas apparent. Le taxi a des éléments pour l'identifier. Il a déjà le fait qu'il est identifié comme taxi, il a un numéro de taxi. D'accord? Ici, vous pouvez monter avec un VTC et n'avoir aucune information à part son prénom. Et vous n'êtes même pas sûr que c'est lui. Et qui conduit, exactement, tu as tout à fait raison, parce qu'il y a des gens qui, au début, ils se sont inscrits sur la plateforme et ensuite qui ont reloué
leur autorisation sur e-drive ou sur Karim. Donc ça, c'est un danger. D'accord? Et sur la route, la police ne peut pas savoir que c'est un VTC. Par exemple, petit taxi, il est limité à combien de passagers? 3. Le VTC, il est limité? Le VTC, il peut prendre 5 personnes. C'est vrai? C'est pas, il vous transporte tout seul le VTC? D'accord, ok. Donc, il n'y a pas cette limitation. Le grand taxi, 6. Pourquoi il y a une différence entre petit taxi et grand taxi? Ça réside dans quoi? Le grand taxi, il fait quoi? Des trajets, des grands trajets, ce qu'on appelle grand taxi. Et il a des lignes spécifiques. Le petit taxi, il a une circulation qui est limitée en ville. D'accord? Le grand taxi, il peut faire de ville en ville, de commune en commune, ou par exemple de la ville l'Arabia. Il fait des grands trajets et lui aussi, il est limité. Lui aussi, il doit pointer. Exactement, lui aussi, il a l'obligation de se déclarer. Alors, les autobus, c'est pareil. Il y a une obligation d'avoir un agrément. Il y a des gens qui ont le gréma dial taxi, qui ont le gréma dial car. C'est comme ça qu'on dit. Mais c'est un agrément pour les autobus. Pareil, il a des obligations au niveau des passagers, au niveau de la sécurité, au niveau des conditions de sécurité. Quand il dépasse un certain trajet, il est obligé d'avoir 2 chauffeurs. Ça, c'est une réglementation. D'accord? Quand ça dépasse un certain trajet, il est obligé d'avoir un deuxième chauffeur pour respecter le temps de repos. Pareil pour conduire le bus scolaire, il faut avoir un agrément. Et donc, c'est pour ça que on a tous des agréments. Quand je conduis ma voiture et que le service des mines me donne ma carte grise, j'ai un agrément. Quand ma voiture a dépassé 5 ans pour conduire, je dois faire un contrôle technique chaque année. Ça me donne aussi un agrément, une autorisation pour conduire le véhicule avec les autres véhicules. Donc, le transport routier, il est pluriforme. Ça veut dire que vous avez des individus qui vont conduire leur propre véhicule. Il y en a qui sont des opérateurs qui conduisent les véhicules des autres. Il y en a qui conduisent pour une personne morale, des sociétés. Vous avez toutes sortes de personnes sur la route. Et ce qui fait que le transport routier, il a une organisation qui est plutôt professionnelle que institutionnelle. Alors, ici, vous avez la législation qui est importante. Vous avez le Daïr du 12 novembre 1963 relatif au transport par véhicule automobile sur route. Vous avez le décret qui donne l'agrément des entrepreneurs de services publics de transport par véhicule automobile et à autorisation des véhicules affectés à ces transports. Vous avez un décret sur la coordination des transports ferroviaires et routiers. D'accord? Donc, il est possible d'avoir ce qu'on appelle une coordination entre le transport ferroviaire et le transport routier. Normalement, c'est ce qui permet, par exemple, à des camions de monter sur le train. C'est ce qu'on appelle le ferroutage. Vous avez également l'arrêté du ministre des Transports qui fixe les tarifs pour les transports de voyageurs et de messagerie par autocar. D'accord? Il y a une réglementation également sur les prix de la messagerie et du transport de voyageurs. Vous avez également des décrets relatifs au transport routier de marchandises pour le compte d'autrui. Donc, ça s'appelle tout ce qui est transport de marchandises quand on est dans le cadre d'un mandat de transport. Vous avez également le Daïr sur le transport international des denrées périssables. Donc, ça, on l'avait vu dans le transport
maritimes. Donc, il y a des transports spécifiques, frigorifiques. Donc, le camion frigorifique, quand il transporte de la marchandise périssable, il faut qu'il transporte à un certain degré. D'accord? Donc, comme le Maroc est signataire des conventions internationales, il est obligé d'avoir des camions qui sont aux normes quand il veut transporter de la marchandise à l'étranger. Pareil, vous avez un décret sur l'aménagement des véhicules automobiles qui sont utilisés pour le transport du poisson en caisse ou en vrac. Pareil, il y a des décrets sur le transport des marchandises périssables à l'intérieur du Maroc avec une réglementation qui est quasiment la même que celle pour le transport international, puisqu'on va essayer d'unifier le transport interne avec le transport international en posant les mêmes conditions. Donc, quand vous voyez parfois les gendarmes qui contrôlent les camions, c'est pour vérifier, par exemple, si c'est de la marchandise périssable, qu'ils respectent la réglementation. Si du transport en vrac, est-ce que il est bien étanche? Est-ce que le véhicule a bien été scellé? Donc, quand le véhicule est fermé, il y a des scellés. D'accord? Pour prouver que ça n'a pas été, la marchandise n'a pas été ouverte pendant le transport. D'accord? Donc, voilà pour la réglementation. On pourrait dire énormément de choses pour le transport routier, mais je laisse la partie sur la réglementation pour demain.